André Makin, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre L'archipel d'une autre vie, un livre publié aux éditions du Seuil. C'est un livre qui nous entraîne à un autre moment de l'histoire de la Russie, un moment que vous avez plus ou moins connu, puisque vous êtes né vous-même en Sibérie. Et évidemment, c'est un moment difficile à ce moment-là que connaît l'URSS. Oui, si on réduisait le sujet à sa trame apparente, les choses sont très simples. Il y a un évadé, il y a 5 soldats qui le poursuivent à travers cette infinie taïga sibérienne. L'action se passe en 1952 dans l'extrême-orient sibérien, une contrée la plus inhabitée qui soit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un océan d'arbres, d'arborescence, de pins, de cèdres, quelque chose qu'on appelle la forêt primaire, c'est-à-dire la forêt qui n'a jamais été coupée, là où l'homme n'a jamais marché. Donc là, on sent ce sens primitif du cosmos, de la nature. Et ces 5 hommes qui se lancent à la poursuite de cet évadé du goulag vivent euh, une aventure extraordinaire, une aventure très physique, une aventure qu'on pourrait dire historique, parce qu'ils participent, ce sont des participants de l'histoire, de la grande histoire, et en même temps une aventure existentielle. Donc la première lecture pourrait être très simple, c'est un roman policier presque, c'est une intrigue policière. Donc il y a une enquête qui est menée, mais il y a aussi une quête spirituelle qui de plus en plus euh, s'introduit dans ce roman, dans ce livre, et on voit de mieux en mieux comment chaque personnage évolue, non pas par rapport à leur mission policière, c'est-à-dire attraper un ennemi du peuple, le capturer ou peut-être le tuer, mais par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité, par rapport au cosmos. La quête spirituelle a toujours été au cœur de vos livres. C'est la seule chose qui pourrait sauver le monde. À mon avis, c'est cette dimension-là qu'on a coupée dans l'humanité, et nous sommes une humanité mutilée, nous sommes une humanité blessée, gorgée de mensonges, gorgée de l'immédiateté des choses, gorgée de cette vitesse qui nous enroule dans ces spirales de serpents, et on est asphyxié par la rapidité du changement, par la rapidité qu'on doit assimiler, mais dans quel but? La question du but, la question du sens et du but ne se pose même pas. La seule question qui existe, c'est comment et à quelle vitesse on progresse. C'est la seule question qui intéresse l'humanité. Ces personnages-là, pour la première fois de leur vie, peut-être, ils vivent un exercice, enfin une impression, une expérience de lenteur. Ils peuvent contempler, ils peuvent réfléchir. Qui est le personnage que l'on recherche, Pavel Gardzev? Pavel Gartsev, c'est un personnage complexe, philosophe de formation. Il a écrit une thèse qui pourrait être d'ailleurs très actuelle aujourd'hui, la légitimité de la violence révolutionnaire. Chaque révolution trouve une excuse. Et il a développé ce sujet, bien sûr en se basant sur Marx et Lénine, pourquoi on peut tuer, pourquoi on peut terroriser des populations, au nom de l'idéal, bien sûr. Et nous voyons aujourd'hui qu'on peut tuer les gens au nom d'un idéal, un idéal noir, un idéal qui nous paraît cruel, Mortifère. mortifère. Mais, voyez-vous, l'actualité de la thèse qu'il a écrite est toujours là. C'est un réserviste aussi, qui est rappelé par l'armée et qui participe à cette traque, à cette chasse à l'homme, dans laquelle sont lancés 4 autres personnages. Et ces hommes, petit à petit, vont entrer dans sa tête, finalement, le comprendre d'une certaine façon. Il y a une communication qui s'installe, une communication sans parole. Ils ne peuvent pas parler aux fugitifs, mais il y a plus qu'une communication qui s'installe, il y a une communion. Il y a un langage des gestes, des petits pas, des habitudes. À un moment, ils voient les traces ensanglantées sur une roche claire qu'a laissé cet évadé, ce fugitif. Et ils se disent, mais attendez, celui qui fuit, c'est notre semblable, c'est notre frère humain. Donc, entre l'évadé qu'il devait tout simplement abattre comme un ennemi du peuple,
et ses persécuteurs s'installent une compréhension. Ce que vous aimez à rappeler, c'est que cette Sibérie, dont vous disiez tout à l'heure que c'était une sorte de forêt primaire, en Mm. réalité, c'est un endroit qui est particulièrement peuplé. Nous avons tous en tête, bien sûr, le goulag, où Mm. des millions de personnes ont été transportées. Oui, la superficie du goulag correspondait à la superficie de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Donc vous imaginez, Brexit ou pas Brexit, c'est quand même une très grande superficie. Et c'est des millions de gens, souvent accusés à tort, envoyés pour 10 ans, 20 ans, 30 ans de bagne. Et ce que comprennent les poursuivants, c'est que finalement, le destin de ces prisonniers, parfois, était plus enviable que le destin des persécuteurs. Pourquoi? Parce que l'évadé pouvait s'échapper et courir vers la liberté. Les persécuteurs, ils étaient prisonniers d'une doctrine, ils étaient endoctrinés par une idéologie, mentalement, existentiellement, ils étaient plus prisonniers que le prisonnier lui-même. C'est paradoxal. C'est un paradoxe historique, mais c'est un paradoxe ontologique aussi, métaphysique. À ce moment-là, nous collons souvent les étiquettes. En Russie, dans la Russie stalinienne, en Union soviétique stalinienne, c'était l'ennemi du peuple. Mais aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un, c'est un facho, c'est un populiste, c'est un islamophobe, c'est grave. La carrière de cet homme peut être cassée, sa vie privée brisée. Donc, il ne faut pas tout réduire à la cruauté de l'époque stalinienne. Il faut penser plutôt à notre actualité et se dire que la doxa, n'importe quel dogme idéologique est mutilante pour l'homme. Vous avez quitté la Russie, vous êtes installé en France, vous écrivez merveilleusement bien en français, vous êtes à l'Académie française aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'à un moment ou à un autre de votre vie, vous auriez imaginé cet itinéraire, Andrei Makin? Et je ne me projette pas dans l'avenir. Je suis attaché, peut-être que c'est la tendance proustienne, plutôt au passé. Quand vous voyez mes livres, vous parlez de l'année 52 que je n'ai pas vécu, mais combien de récits j'ai entendus sur cette année 1952 qui était une année charnelle, une année charnière, en ce sens que c'était la fin de l'époque stalinienne et la promesse d'une toute autre vie. En tout cas, quel itinéraire pour vous, malgré tout, parce que on se souvient que quand vous avez publié le Testament français, vos premiers livres, et votre arrivée en France, vous étiez un peu sans le sou, vous continuez à publier, enfin, et puis finalement, le succès est arrivé très rapidement. Ça vous a Oui, surpris? oui, mais s'agit-il vraiment du succès? Le vrai succès, c'est euh, d'être compris. C'est d'être compris. C'est la rencontre avec un lecteur. Un seul lecteur suffit au poète, suffit à l'écrivain. Une seule bonne lecture est suffisante. Être compris par autrui. Maintenant, les galons et les épaulettes, Vous n'en avez rien à pas faire. d'épaule, oui, ça, non, bien sûr, c'est extrêmement glorieux, c'est très plaisant, mais c'est quelque chose d'extérieur à l'acte de l'écriture. Merci infiniment, André Makin. Donc, je rappelle le titre de votre livre, qui est L'archipel d'une autre vie, publié donc aux éditions du Seuil, un livre vraiment magnifique, un livre très, très ample, avec un souffle extraordinaire, et un livre en même temps très, très poétique. Et c'est probablement un des meilleurs livres de la rentrée. Merci beaucoup. Merci à vous.